Tu es trop moche pour assister à mon mariage, maman. Je préfère que tu ne viennes pas. Camille dit que tu ferais tache sur les photos. La phrase est tombée comme une pierre dans mon ventre. Une pierre froide, brutale, qui a fait se fissurer quelque chose de très ancien en moi. J'étais dans ma cuisine, en train de préparer une soupe aux poireaux comme chaque mercredi soir, quand mon fils, debout devant moi, les bras croisés, a prononcé ces mots. Il évitait mon regard. Ses yeux glissaient sur le sol, puis sur la fenêtre, puis sur le mur, mais jamais sur moi. Moi, sa mère. Moi, celle qui l'avait élevé seule après la mort de son père. Moi, celle qui lui avait appris à marcher, à lire, à ne jamais humilier quelqu'un. La soupe bouillonnait doucement derrière lui. Moi, je bouillonnais autrement, en silence. Trop moche? Ai-je répété dans un souffle, incapable de comprendre. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a avalé sa salive, comme si les mots lui brûlaient la langue. Tu sais très bien, maman. Tu ne fais pas attention à toi. Tes vêtements, tes cheveux. Il fit un geste vague de la main. Un geste que je n'avais jamais vu chez lui. Un geste qu'il avait sans doute appris de Camille, sa fiancée, si soigneuse, si impeccable, si cruelle. Ce n'est pas contre toi, reprit-il. Mais notre mariage sera très élégant. Il y aura des collègues, des amis importants. Camille dit que tu risques de mettre mal à l'aise. J'ai senti une chaleur monter dans ma nuque, puis du froid, puis rien. Je croyais avoir mal entendu. Je croyais être victime d'une mauvaise blague. Mais non, mon fils parlait. Mon fils disait la vérité. Ou plutôt, la vérité de Camille. Je me suis assise sur la petite chaise en bois que j'avais achetée quand il avait 5 ans. Il s'asseyait dessus pour faire ses coloriages. Aujourd'hui, j'avais l'impression que c'était moi, l'enfant puni. Luc, est-ce que tu me demandes vraiment de ne pas venir? Il a enfin levé les yeux vers moi. Je n'ai jamais oublié ce regard. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la honte. C'était de la lâcheté. Oui, c'est mieux. Il a reculé d'un pas. Camille veut que tout soit parfait. Tu comprends? On veut éviter les commentaires. Les commentaires. De qui? De quoi? Sur quoi? Sur mon visage? Sur mes rides? Sur ma robe? Sûrement trop simple? Ou sur ma présence, qui rappelait que Luc n'était pas né dans une famille riche, mais dans une petite maison de banlieue, élevée par une veuve qui se battait pour payer les factures. J'ai posé ma main sur la table pour m'empêcher de glisser. Le bois était froid. Ou alors c'était ma peau. Je n'ai jamais voulu t'embarrasser, Luc, ai-je murmuré. Une phrase que je regretterai longtemps, parce que je n'aurais jamais dû me sentir coupable d'exister. Il a pris une respiration trop rapide, comme quelqu'un qui veut partir avant d'affronter sa propre cruauté. On se verra après, d'accord? On viendra, une fois rentré de voyage. Camille pense que ce sera mieux comme ça. Il a attrapé sa veste, a tourné la poignée de la porte. Et avant de sortir, dans un souffle, ne le prends pas mal. Tu sais comment tu es. La porte s'est refermée. Le silence est tombé dans la cuisine, lourd, collant, presque vivant. Je suis restée immobile quelques secondes. Puis je me suis levée pour éteindre la soupe, devenue fade. Ma main tremblait, ma gorge brûlait, mais aucun son n'est sorti. Pas un cri, pas un mot, pas même une larme. J'avais peur. Peur de l'embarrasser, c'était vrai. Peur d'être jugée. Peur d'être à la mauvaise place. Toute ma vie, j'avais tenté d'être une mère discrète. Une mère qui n'impose rien, qui n'écrase rien, qui laisse de la place. Et voilà qu'on me demandait de disparaître. Pas seulement du mariage. Non, de la photo de sa vie. Je me suis assise à nouveau, là, dans cette cuisine où j'avais fêté tous ses anniversaires. J'ai regardé les murs, les photos, les dessins, et j'ai senti quelque chose se casser. Un os invisible, une colonne morale. Mais au milieu de cette douleur, une autre sensation est apparue. Infime, presque imperceptible. Une étincelle. La première, l'étincelle de ce que j'allais devenir. Pas aujourd'hui, pas demain, mais bientôt, très bientôt. Après son départ, la maison est redevenue silencieuse. Pas le silence habituel, celui que l'on apprivoise avec l'âge, celui fait de ronronnements d'appareils et de craquements de bois. Non, un silence coupant, un silence qui juge, un silence qui écoute encore les mots qu'il venait de prononcer.
Tu es trop moche pour assister à mon mariage. Je n'arrivais pas à y croire. Mon fils, mon unique enfant, celui que j'avais porté, nourri, protégé, consolé, élevé dans un amour si large qu'il en débordait parfois de mes gestes. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le jardin était calme. Le même jardin où je l'avais vu courir en riant, en tenue de pirate, une casserole sur la tête en guise de casque. Il avait 5 ans. Je lui courais après, essoufflé, riant autant que lui. Maman, regarde, je suis un capitaine. Et moi, je le regardais comme s'il avait conquis le monde. Je l'ai élevé seul. Son père est mort jeune, trop jeune, dans un accident bête. J'avais 34 ans. Luc en avait 10. Je revois encore la scène. Le gendarme à la porte, les mots qui tombent, le sol qui bascule, et Luc qui me serre la main si fort que mes doigts en sont restés bleus. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je me souviens avoir tout rangé, plié, organisé. Les papiers de décès, les vêtements d'Henri, les livres qu'il lirait désormais sans jamais les finir. Parce qu'une mère veuve ne peut pas se permettre de s'effondrer. Elle tient, elle serre les dents, elle encaisse, et elle fait du mieux qu'elle peut. Je ne me suis jamais plainte. Jamais. J'ai cumulé des heures supplémentaires. J'ai gardé des enfants le soir pour gagner un peu plus. J'ai renoncé à mes vacances pour lui offrir les siennes. Je mangeais peu pour qu'il mange mieux. Je faisais mes vêtements moi-même pour pouvoir lui en acheter de nouveaux à la rentrée. Et surtout, je l'entourais de douceur, une douceur têtue, tenace. Chaque soir, jusqu'à ses 15 ans, je lui laissais un mot sur sa table de nuit. Bonne nuit, mon cœur. Tu peux tout réussir, j'en suis sûre. Je suis fière de toi, Luc. Il les gardait tous dans une boîte. Une boîte bleue, décorée d'étoiles. Il m'avait dit un jour, « Si un jour je doute, maman, j'ai juste à relire tes mots. » J'ai cru, naïvement, que ces mots l'accompagneraient toujours, que la gratitude durait, qu'il se souviendrait. Mais le temps passe, et parfois, l'amour d'une mère disparaît derrière les ambitions d'un fils. Luc avait grandi trop vite. À 20 ans, il voulait déjà réussir. À 25, il voulait une carrière brillante. À 30, il voulait devenir quelqu'un. Quelqu'un aux yeux des autres. Pas aux miens. C'est à cette époque qu'il a rencontré Camille. Elle était élégante, raffinée, sûre d'elle. Le genre de femme qui semble marcher sur un tapis rouge, même quand elle traverse un parking. Elle plaisait aux gens. Elle plaisait au miroir. Elle plaisait à l'image que Luc rêvait de renvoyer. Je me souviens de leur premier dîner chez moi. Elle avait observé mon appartement avec un sourire poli, presque amusé. « C'est cosy », avait-elle dit. Mais son regard disait autre chose. Modeste, vieillot, trop simple pour leur monde. Ce soir-là, Luc riait fort, comme pour compenser le malaise. Je me sentais déjà de trop. Puis les choses ont changé subtilement. Une remarque ici. « Tu pourrais porter du maquillage, maman. Juste un peu. » Une remarque là. « Les robes fleuries, ce n'est plus trop à la mode, tu sais. » Et un jour, « Tu pourrais faire un effort pour paraître plus jeune, non ?» J'avais 69 ans. Je n'avais jamais cherché à paraître plus jeune. J'avais cherché à être juste droite, tendre, sincère. Mais dans leur monde, cela ne suffisait pas. Je me suis alors demandé, quand avais-je cessé d'être belle à ses yeux? Quand avais-je cessé d'être digne? Quand avais-je cessé d'être sa mère? Être le jour où Camille avait commencé à critiquer ma manière de m'habiller. Ou celui où Luc m'avait demandé de ne pas publier de photos de nous parce que tout le monde n'a pas besoin de voir la famille. Ou être ce jour où je m'étais proposé pour les aider à préparer un dîner et où Camille avait répondu « Merci Denise, mais tu sais, tu fais un peu vieille France, vieille, moche, il n'y a qu'un pas. » Camille l'a franchi, Luc aussi, par faiblesse. Et moi j'avais accepté trop longtemps. Ce soir-là, seule dans ma cuisine, j'ai revu toute ma vie, toute la lente construction d'une mère, toutes les nuits où j'avais veillé son sommeil, tous les matins où je l'avais embrassée avant l'école, toutes les peurs, tous les sacrifices, tous les espoirs. Et la conclusion était là, brutale. Je n'avais pas élevé un monstre. J'avais élevé un homme faible. Et une femme forte l'avait déformé. Dans cette cuisine qui sentait encore le poireau, j'ai posé ma main sur ma poitrine. Une douleur sourde. Non pas la douleur d'être insultée, mais celle d'être oubliée. Et pourtant, dans cette douleur se glissait une force nouvelle.
une force silencieuse, une force que Camille n'imaginait pas, une force que Luc n'avait jamais vue en moi. Je me suis levée. J'ai éteint la lumière. Et dans le noir, j'ai senti très clairement que ce rejet, ce mépris, serait le début de quelque chose d'autre. Une vérité, une revanche, une renaissance. Les humiliations ne surgissent jamais toutes d'un coup. Elles commencent comme des gouttes qui tombent sur une pierre, lentement, régulièrement, jusqu'à laisser une marque. Et ce sont souvent les plus petites phrases, celles qu'on oublie trop vite, qui deviennent plus tard des preuves de ce qui était déjà en train de se casser. Les premiers signes ont commencé bien avant cette phrase atroce au sujet de mon apparence. Ils s'étaient glissés dans de minuscules détails, dans des gestes minuscules que je n'avais pas voulu voir, par naïveté, par amour, par habitude de pardonner. Je me souviens d'un dimanche où Luc et Camille étaient venus déjeuner. J'avais préparé un poulet rôti, avec des pommes de terre, du thym et du citron, la recette préférée de Luc quand il était petit. Je m'en faisais une joie. Mais à peine assis, Camille avait sorti un pot de sauce végane, qu'elle posa devant mon fils avec un sourire crispé. « Tu te souviens, Luc? Pas trop de gras. Ça ne te réussit pas. » Luc n'avait pas protesté. Il avait baissé les yeux, comme un enfant pris en faute. Moi, j'avais souri pour cacher le choc. « Oh, ce n'est pas grave, j'ai être mis un peu trop d'huile. Tu sais ?» Mais ces mots m'avaient brûlé la langue. Pourquoi fallait-il justifier ma cuisine chez moi? Un autre jour, Camille avait complimenté ma robe. Ou plutôt, elle avait fait semblant. C'est charmant, Denise. Très vintage. Elle avait tiré légèrement sur la manche, comme pour montrer qu'elle trouvait le tissu dépassé. Puis elle avait ajouté avec ce ton sucré, qui cache un venin subtil. Tu devrais être essayé quelque chose de plus moderne. Les couleurs pastel te vieillissent un peu, non? Je me souviens avoir gardé un sourire. Je me souviens surtout du moment où Luc avait acquiescé timidement, sans me regarder. Ce jour-là, quand ils sont partis, je me suis tenue devant le miroir de la salle de bain. Je n'y avais pas prêté attention depuis longtemps. Je me suis regardée honnêtement. Mes rides, mes cheveux gris, mes épaules un peu tombantes. J'ai levé la main pour toucher ma joue. Vieille France, c'est ce que Camille disait à ses amis. Je l'avais entendu sans qu'elle sache que j'étais encore dans la pièce. Vieille France, vieille femme, moche. Tous ces mots flottaient autour de moi, comme des ombres. Puis les humiliations sont devenues plus évidentes. Un soir, Luc est passé en coup de vent sans Camille. Il était nerveux, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Camille pense que je passe trop de temps ici. J'avais hoché la tête. J'avais voulu dire « Tu peux venir quand tu veux », mais il avait changé de sujet. Il avait posé sur la table un catalogue de vêtements. « Tu sais, maman, on pourrait t'acheter une nouvelle tenue, quelque chose pour te mettre en valeur. » Il n'osait même pas me regarder. Je l'ai observé longuement. Pour me mettre en valeur ou pour ne pas t'embarrasser? Il avait rougi. Il avait bafouillé. Il avait fui. Ce soir-là, j'ai refermé la porte en douceur. Et je me suis dit que c'était être moi, le problème. Être que je ne savais plus être présentable. Être que la vieillesse m'avait avalé sans que je m'en rende compte. J'ai même essayé de me maquiller le lendemain. J'ai ouvert un vieux tube de fond de teint qui sentait encore la poudre d'autrefois. Je n'ai pas reconnu mon propre visage. Je me suis essuyé les joues avec un mouchoir, en me disant que j'avais l'air d'un clown triste. Mais ce n'était que l'entrée. La suite fut pire. Camille organisa une fête d'anniversaire pour Luc. Je pensais être invitée. J'avais préparé un petit cadeau, un livre d'histoire que je lui lisais enfant, retrouvé par hasard dans une boîte au grenier. La veille, j'avais reçu un message laconique. « On préfère faire quelque chose entre jeunes. Ce sera plus moderne. Pas contre toi, hein? Plus moderne. » Une façon polie de dire « Tu fais vieille. Tu fais tâche. » J'étais restée devant le message longtemps. La lumière de mon téléphone me brûlait les yeux. Le lendemain, je suis passée devant leur maison en allant faire mes courses. J'ai vu la fête, les guirlandes, les lumières, des jeunes élégants sur la terrasse. Et Luc, mon fils, riant avec un verre à la main, heureux de la soirée, sans même se douter que sa mère, celle qu'il avait tenue dans ses bras pendant 40 ans, passait sur le trottoir comme une inconnue. Je me suis arrêtée 2 secondes. Le vent était froid. Je tenais mon sac de légumes dans la main. Puis j'ai continué à marcher, comme si je n'avais rien vu.
comme si cela ne m'avait rien fait. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Lentement, comme une assiette qu'on repose trop fort sur la table. Et c'est cette fissure, accumulée, élargie, nourrie par des années de petites humiliations, de phrases en apparence anodines, de silences gênés, qui a préparé le terrain. Le terrain pour l'ultime humiliation, celle qui allait tout briser, celle que Luc m'a infligée sans même comprendre qu'il détruisait plus qu'un simple projet de mariage. Et moi, dans cette lente descente, je ne voyais qu'une seule chose. Je disparaissais des yeux de mon propre fils. On croit toujours que l'humiliation la plus douloureuse est celle qui est dite en face. La vérité, c'est que la pire humiliation est celle qu'on découvre par hasard, celle qu'on n'était même pas censé lire, entendre ou savoir, celle qui n'est même pas destinée à nous, comme si l'on n'était même plus assez importante pour être la cible directe. Pour moi, cette goutte d'eau est arrivée un mardi matin, un mardi banal, un mardi qui n'avait rien de menaçant. Je faisais simplement du ménage. Je voulais ranger un peu, vider quelques cartons, trier des papiers. Luc devait passer me voir pour parler calmement du mariage. J'avais préparé du café, un gâteau au citron, sa pâtisserie préférée quand il était petit, et j'essayais de calmer mes mains qui tremblaient encore des mots qu'il m'avait lancés la veille. Je voulais que cette conversation soit plus douce. Je voulais croire que Luc allait s'excuser. Être un peu. Je voulais croire qu'il allait me dire qu'il avait parlé trop vite, qu'il était stressé, qu'il regrettait. Je voulais encore croire en mon fils. Comme un automatisme, j'ai décidé d'aérer la chambre d'amis, où il dormait parfois. Et c'est là, en changeant les draps, que j'ai trouvé son téléphone oublié sur la table de nuit. Un bip, un message. L'écran s'était allumé. Et malgré moi, malgré tout ce que la dignité m'ordonnait, mes yeux s'y sont posés. C'était Camille. Je n'oublierai jamais ce que j'ai lu. J'ai tellement honte d'elle. Tu imagines les photos? Elle ferait fuir les invités. Maman Baba, cool version 1978. Franchement, si elle vient, je jure que je refuse de marcher à l'hôtel. Mon souffle s'est arrêté. Mon cœur s'est brisé en deux. Je n'ai pas lu la suite tout de suite. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de respirer. Mais mes doigts, eux, tremblaient sur l'écran. Et un deuxième message est apparu. Tu dois choisir, Luc. Moi ou elle. Si tu l'invites, je pars. Je ne veux pas d'une belle-mère ridicule sur mes photos. Ridicule. Le mot a traversé ma peau comme une lame. Puis un troisième message, envoyé juste après. Elle vieillit mal. Elle ne se rend même pas compte. C'est normal que tu la tiennes à distance. Ces gens-là ne comprennent jamais. Ces gens-là. C'est-à-dire, moi, les mères seules, les femmes simples, les femmes qui n'ont pas les moyens d'un coiffeur toutes les semaines ou d'une garde-robe de magazine. J'ai posé le téléphone doucement, comme si j'avais peur de le casser, ou peur de me casser moi-même. Je me suis assise au bord du lit. Les draps sentaient la lessive. Les murs étaient silencieux. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Être 5 minutes. Être 1 heure. Quand j'ai enfin relevé la tête, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Mon reflet dans le miroir de l'armoire. Je me suis approchée. Je me suis regardée vraiment. Oui, j'avais des rides. Oui, j'avais les cheveux gris. Oui, j'avais un visage qui portait les années, la fatigue, les chagrins, la vie. Mais je n'avais rien de honteux. Rien de laide. Rien de ridicule. Ce n'était pas moi qu'il décrivait. C'était l'image qu'il voulait voir. Et soudain, quelque chose en moi s'est redressé. Une dignité ancienne. Une flamme que je croyais éteinte. Une voix que j'avais étouffée pendant trop longtemps. J'ai pris une profonde inspiration, puis une deuxième, et j'ai compris. Le problème n'était pas mon âge. Le problème n'était pas mon apparence. Le problème n'était pas ma robe, ma coiffure, mes rides. Le problème, c'était leur mépris. Le problème, c'était leur cruauté. Le problème, c'était leur honte d'avoir une mère qui n'entrait pas dans leurs photos retouchées. Et là, comme un coup de tonnerre, une phrase a traversé mon esprit. Je ne laisserai plus personne me dire comment exister. Pas Luc, pas Camille, pas les invités de leur mariage. Personne. Quand Luc est finalement arrivé cet après-midi-là, je ne pleurais plus. Je ne tremblais plus. Je n'étais plus cette mère effacée qui voulait s'excuser d'être vivante. Il m'a souri timidement. Il a dit « On doit reparler de la cérémonie, maman. »
Je l'ai regardé, longuement, calmement, et j'ai vu tout de suite que quelque chose avait changé. Pas chez lui. Chez moi, mon regard ne suppliait plus. Mon dos ne se courbait plus. Mon cœur ne demandait plus la permission d'exister. Il ne comprenait pas encore, mais il allait le comprendre. Parce qu'à partir de cet instant précis, à partir du moment où j'ai lu les mots qu'il se disait dans mon dos, j'ai su que c'était la fin de mon silence et le début de ma vérité. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas une minute, pas même un souffle de repos. J'ai éteint les lumières pour faire croire au monde que je me couchais, mais mes yeux sont restés ouverts dans l'obscurité, comme deux portes refusant de se fermer. Je voyais les mots défiler derrière mes paupières. Trop moche, ridicule. Vieille France. Ces gens-là, il y a des phrases qui meurent en quelques secondes, et d'autres qui s'accrochent à votre gorge, comme des doigts glacés. Je me suis levée vers 2 heures du matin. La maison était silencieuse, presque étrangère. J'ai marché pieds nus dans le couloir, chaque pas résonnant comme un aveu d'insomnie. Je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé une tisane. Le bruit de l'eau bouillante remplissait l'espace, mais ne remplissait pas mon cœur. Je pensais à Luc, à son visage d'enfant, quand il avait peur du noir, à la manière dont il s'accrochait à ma main en traversant la rue, à ses boucles blondes que je caressais sans y réfléchir, à ses premiers dessins, à ses premiers mensonges de petit garçon, à la première fois qu'il m'a dit « Maman, je t'aime », avec une voix qui tremblait de sincérité. Et maintenant, c'était moi qui tremblais, mais pas de peur, de lucidité. Je me suis assise à la table, mon cahier ouvert devant moi, un vieux carnet à spirale, acheté il y a des années pour noter des recettes, mais presque vide. Je ne l'avais jamais utilisé. Je n'en avais jamais eu besoin. Cette nuit-là, il est devenu mon refuge. J'ai écrit une phrase, sans réfléchir. Quand un enfant cesse de voir sa mère, c'est souvent parce qu'une autre personne lui a appris à ne plus la regarder. Puis une deuxième. Je ne veux plus être petite pour qu'il se sente grand. Les mots coulaient. Ils jaillissaient comme on respire enfin, après avoir été longtemps sous l'eau. J'ai écrit mon chagrin. J'ai écrit ma colère. J'ai écrit ma honte, ou plutôt, la honte qu'il voulait me donner. Puis j'ai écrit la vérité. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Rien. Je ne suis pas responsable de leur cruauté. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Un mouvement, une vibration, un réveil. Je me suis levée, j'ai allumé la lumière du couloir et je suis allée chercher un petit miroir rond dans ma chambre. Je l'ai posé sur la table. J'ai rapproché mon visage du sien. Mes yeux étaient rouges, mes joues creuses, ma bouche serrée. Mais derrière tout cela, il y avait moi, la vraie moi, la femme qui avait traversé un veuvage, qui avait porté un enfant seul, qui avait travaillé, économisé, réparé, construit, aimé, espéré, qui avait vécu. Je me suis vue comme on voit quelqu'un qu'on avait longtemps oublié. Alors je lui ai parlé, à ce reflet fatigué mais vrai. « Denise, tu n'as plus à te justifier. Pas devant eux, pas devant personne. » La voix dans ma tête a ajouté, presque naturellement. « Tu as le droit d'exister sans demander la permission. » Je me suis remise à écrire. Cette fois, pas des phrases de douleur, des phrases de décision. Je ne les laisserai plus me définir. Je ne me cacherai plus. Je ne laisserai personne choisir ma place. Je mérite d'être traitée avec respect. Je ne serai plus jamais honteuse d'être moi. En écrivant, je sentais mes mains devenir plus fermes, plus sûres, comme si chaque mot reconstruisait mon ossature intérieure. Aux alentours de 4 heures du matin, quelque chose d'encore plus profond est arrivé. Je n'ai pas pensé à Luc, je n'ai pas pensé à Camille, je n'ai pensé qu'à moi. Et une phrase est née, une phrase qui allait guider tout le reste. J'ai été une bonne mère, et maintenant je dois être une bonne femme, pour moi-même. Je ne sais pas combien de temps je suis restée immobile après cela. Peut être 10 minutes, peut être 1 heure, mais une paix étrange m'a envahi. Pas une paix douce, non, une paix tranchante. Une paix qui décide. À 6 heures, le ciel commençait à devenir bleu. Les oiseaux se réveillaient, et moi aussi. J'ai ouvert grand la fenêtre. L'air frais m'a serré la peau, mais a éclairé mes idées. J'ai écrit la dernière phrase de la nuit. Aujourd'hui, je ne serai plus victime. Je serai témoin. Et un jour, je serai justice. C'était la fin de la nuit, et le début de la femme que j'allais devenir.
On croit souvent que les femmes de mon âge ne savent pas se défendre, qu'elles sont trop lentes, trop candides, trop dépassées pour naviguer dans un monde fait de procédures, de signatures, de droits. C'est faux. Si nous savons si bien nous taire, c'est parce que nous avons appris à écouter. Et si nous savons écouter, alors nous savons aussi voir ce que les autres dissimulent. Ce matin-là, après ma nuit blanche, j'étais étrangement calme, calme comme une mer gelée. Je n'avais plus peur. Plus vraiment. Plus de la même manière. J'ai commencé ma journée avec une idée fixe. Je n'allais plus être spectatrice de ma propre humiliation. Je n'allais plus attendre que Luc ou Camille me donnent une petite place. Je n'allais plus quémander leur affection comme une aumône. J'avais passé des années à me dire « Tu es une mère, ton rôle est de comprendre. » Mais comprendre ne signifiait pas accepter l'inacceptable. Je devais agir, silencieusement, simplement, précisément. Première étape, la banque. À 9h tapante, j'étais devant ma banque. Je n'y allais jamais le matin. Je n'y allais presque plus du tout depuis que j'avais mis Luc comme second contact pour mes comptes, au cas où. Une idée stupide, une confiance aveugle. Je suis entrée. La conseillère, une femme d'une quarantaine d'années nommée Nadia, m'a accueillie avec un sourire doux. « Madame Lebrun, à quoi puis-je vous aider aujourd'hui ?» Je me suis assise. J'ai posé mon sac sur mes genoux. Mes doigts tremblaient un peu, mais ma voix, elle, était étonnamment assurée. J'aimerais revoir l'ensemble de mes autorisations, les procurations, les accès, les bénéficiaires, tout. Elle a levé les yeux vers moi, un étonnement poli. « Bien sûr, il me semble que votre fils a accès à… » Justement, je l'ai interrompu calmement. « Je veux retirer toute procuration. Immédiatement. » Elle a hoché la tête, sans poser de questions inutiles. Mais quand elle a vu mon visage, elle a compris que ce n'était pas une simple décision administrative. Pendant qu'elle imprimait les documents, elle m'a discrètement demandé « Est-ce que vous êtes en sécurité, Madame Lebrun ?» Une question simple, une question essentielle, une question qu'on ne m'avait jamais posée. J'ai senti une boule dans ma gorge, mais j'ai réussi à répondre « Oui, et je compte le rester. » Une fois les signatures faites, Nadia m'a serré la main. « Sachez que vous avez entièrement le droit de protéger vos biens. N'hésitez jamais à revenir. » Dans mes détails, je suis sortie plus légère, comme si je venais de récupérer une clé qu'on m'avait arrachée il y a longtemps. Deuxième étape, le notaire. L'après-midi, j'ai pris un rendez-vous avec un notaire, Maître Durand, un homme calme, cultivé, patient, qui regardait les gens dans les yeux quand il leur parlait un détail devenu rare. « Que puis-je faire pour vous, Madame Lebrun ?» Je lui ai expliqué. Pas tout juste assez. Le rejet, les humiliations, les menaces voilées, la tentative d'exclusion familiale. Je ne lui ai pas dit la phrase trop moche pour le mariage. Je ne pouvais pas encore, pas sans sentir ma dignité trembler. Il m'a écouté sans m'interrompre. Puis il a dit la phrase qui allait sceller mon chemin. Vous êtes parfaitement en droit de protéger vos biens, votre image et votre avenir. Et vous n'avez aucune obligation morale ou légale de tout laisser à votre fils si celui-ci manque à son devoir de respect. Un silence. Mon cœur a ralenti. Beaucoup de parents pensent que l'amour suffit. Malheureusement, en droit comme dans la vie, l'amour doit parfois être accompagné de clarté, d'écriture. J'ai senti mes yeux se mouiller. J'aimerais revoir mon testament, ai-je dit enfin, et envisager une donation future pour quelqu'un qui en aura vraiment besoin. Mais je ne veux pas que Luc en soit averti. Le notaire a hoché la tête. Ce que vous dites restera ici. Rien ne sortira sans votre accord. Il était devenu un rempart, un témoin, un allié. Puis il a ajouté « Vous seriez surprise de voir combien de femmes de votre âge viennent me voir pour les mêmes raisons. La différence, c'est que très peu décident d'agir. Je suis sortie avec une sensation nouvelle. Je n'étais plus seule. Et surtout, je n'étais plus impuissante. Troisième étape, le silence. En rentrant, je n'ai pas appelé Luc. Je n'ai pas cherché à m'expliquer. Je n'ai pas répondu au message de Camille, qui ce soir-là m'envoya 3 cœurs ironiques, suivis d'eux. On peut encore trouver un compromis si tu fais un effort. Je n'ai pas répondu. Je savais que le silence les déstabiliserait plus que n'importe quel mot. J'ai rangé mes papiers dans un dossier gris. J'ai inscrit sur la couverture « Vérité ». Puis j'ai repris mon cahier et j'ai écrit une dernière phrase.
celle qui résumait tout. Je ne prépare pas une vengeance. Je prépare ma liberté. Ce jour-là, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai dormi sans cauchemar, car la partie venait de commencer. J'avais passé des semaines à me tordre l'âme pour comprendre ce que j'avais mal fait, puis une nuit pour ouvrir les yeux, puis quelques jours pour reprendre mes droits, mes comptes, mon testament, mon existence. Luc ne savait rien, Camille non plus, et c'était exactement ce que je voulais. Le piège ne se referme jamais avec du bruit. Il se referme avec du calme, de la précision, et par l'impatience de ceux qui croient vous dominer. Ce fut Camille, naturellement, qui fit le premier pas dans mon piège. Sa venue, un jeudi matin, alors que je pliais du linge, j'ai entendu la sonnette. Ce son-là aigu, impatient, je l'aurais reconnu entre mille. J'ai ouvert. Camille se tenait devant moi, impeccable, parfumée à outrance, l'air plus tendu qu'à l'ordinaire. « Bonjour, Denise », dit-elle en entrant sans attendre que je l'y invite. Elle posa son sac sur la table, croisa les bras, et me regarda comme si j'étais un meuble qui prenait trop de place. « On doit parler. Luc est inquiet. Très inquiet. » Je haussai doucement les sourcils. « Inquiète ? Pourquoi donc ?» Elle ne supportait pas la lenteur de mes mots. Je le voyais dans la crispation de sa mâchoire. « Arrête de jouer. Il a appelé la banque. On lui a dit qu'il n'était plus autorisé sur tes comptes. Et il a essayé de contacter le notaire, sans succès. » Je restai droite, immobile. « C'est normal, » répondis-je calmement. « Ce sont mes affaires désormais. » Son visage se durcit. Une fissure d'orgueil se dessina. « Tu deviens parano, » lâcha-t-elle. « Tu mets Luc dans une situation difficile. On doit organiser un mariage, tu comprends? Il n'a pas le temps de gérer tes crises. » Mes crises. Le mot résonna comme un coup de fouet. Je me rappelai alors que les manipulateurs adorent accuser les autres de ce qu'ils font eux-mêmes. Elle s'approcha, planta ses yeux dans les miens. « Écoute, Denise, tu sais très bien que tu as toujours été fragile. Luc veut juste le meilleur pour toi. Moi aussi. Mais si tu continues comme ça, on devra prendre des mesures. » Des mesures. Je n'ignorais pas ce que cela voulait dire. Une tutelle, une mise à l'écart légale, une confiscation douce mais totale de ma liberté. Elle a poursuivi. « Alors tu vas remettre Luc comme personne de confiance. Et tu vas lui donner les documents que tu caches. » Je laissai planer un silence long, un silence qui l'énervait déjà, un silence qui lui échappait. « Quels documents ?» demandai-je. Elle se raidit. « Ne fais pas semblant. Tes papiers, tes comptes, ton testament, tout ce que tu as changé derrière notre dos. » Je pris une inspiration lente. « Derrière votre dos ?» Je souris doucement. « Ce sont mes décisions, mes droits. » Elle blêmit légèrement. « Luc t'aime, » dit-elle d'un ton mécanique. « Mais tu dois lui faire confiance. Sinon, tu vas ruiner notre mariage. » Voilà l'essentiel. Ce n'était pas la famille. Ce n'était pas la tendresse. Ce n'était même pas mon bien-être. C'était leur mariage, leur image, leur façade. Je m'assis, lentement, avec un calme qui la déstabilisa. « Camille, pourquoi veux-tu tant accéder à mes comptes et à mes papiers ?» Elle recula d'un pas. « Pour t'aider, évidemment. » Je souris. Un sourire très doux, presque maternel. Le genre de sourire qui rend les menteurs nerveux. « Tu veux m'aider? Ou tu veux contrôler ce que je possède ?» Tant Chengyu. À véritable. Elle ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Alors je posai doucement ma main sur la table, là où reposait un dossier gris. Son regard se focalisa dessus immédiatement. Elle en devint presque affamée. « C'est ça ?» demanda-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Ce que tu caches ?» Je ne répondis pas. Je laissai le silence faire son travail. Elle s'approcha, tendit la main, comme une prédatrice qui croit avoir enfin sa proie. « Donne-le-moi. » Alors, avec une lenteur volontaire, je poussai le dossier vers elle. Elle l'ouvrit d'un geste sec. Son visage s'illumina d'avidité, pour s'effondrer aussitôt. Le dossier était vide, sauf une seule feuille. Un constat d'huissier, daté de la veille. Aucun document sensible n'est conservé au domicile de Madame Lebrun. Les éléments concernant son patrimoine sont placés sous scellé, chez son notaire. Aucun tiers n'a accès à ses décisions. Camille devint livide. « Tu as fait venir un huissier ?» Je hochai la tête. « Et un notaire, et un avocat. » Elle se mit à respirer plus vite. Sa façade se craquelait.
Elle ne savait plus où se tenir, où se poser, quoi dire. Mais pourquoi? Je levai les yeux vers elle. Pour me protéger. Elle chancela, comme si ce simple mot protéger lui ôtait son pouvoir. Elle tenta une dernière attaque. Luc ne te pardonnera pas. Il pensera que tu le rejettes. Je souris. Il comprendra un jour. Ou pas. Mais moi, Camille, moi, je me respecte enfin. Elle claqua la porte en partant. Comme un orage qui tourne les talons. Je restais seule dans le silence. Mais ce silence n'était plus un ennemi. Le piège venait de se refermer. Et cette fois, je n'étais plus dedans. Les jours qui suivirent la visite de Camille furent d'une étrange tranquillité. Une tranquillité trompeuse, comme celle qui précède les tempêtes. Je sentais que quelque chose bouillonnait à l'extérieur. Quelque chose que je n'avais plus besoin de contrôler, car cette fois, ce n'était plus moi qu'on traquait, mais eux qui se précipitaient dans leur propre piège. Et la première fissure apparut le samedi matin. L'appel de Luc. Mon téléphone sonna à 9 heures. Je reconnus immédiatement son nom sur l'écran. Luc. J'hésitais une seconde. Puis je décrochai. Maman. Sa voix tremblait. Qu'est-ce que tu as fait? Camille est en crise. Elle dit que tu l'as humiliée. J'eus un sourire que personne ne pouvait voir. Je ne lui ai rien fait, Luc. C'est elle qui s'est présentée chez moi. Un silence. Puis, elle dit que tu lui as tendu un piège, que tu l'as provoqué. Je restais calme, ma voix posée comme un lac. Je n'ai provoqué personne. Je protège simplement mes affaires. C'est mon droit. Il inspira bruyamment. Mais pourquoi retirer ma procuration? Pourquoi consulter un notaire sans m'en parler? Tu me caches quelque chose? Je fermai les yeux une seconde. La seule chose que je cachais, c'était ma dignité retrouvée. Luc, je suis une adulte. Je n'ai pas à te demander la permission pour gérer ma vie. Il se crispa. Je l'entendis. Mais on est une famille. Tu ne peux pas faire ça sans prévenir. Alors la phrase sortit, calme mais ferme. Est-ce que toi, tu m'as prévenu avant de décider que je n'étais pas assez présentable pour ton mariage? Silence. Un silence qui se brisa comme du verre. Maman, ce n'était pas ce que je voulais dire. C'est pourtant ce que tu as dit. Un souffle coupé de l'autre côté du fil. La panique de Camille. Dans l'après-midi, j'appris par un voisin, un ami bienveillant, que Camille avait été vue sortant en larmes de la mairie, après une dispute violente avec Luc. Elle criait qu'elle n'avait pas signé pour ça, m'a-t-il confié. Qu'elle ne voulait pas d'une belle-mère qui se croit supérieure. Supérieure. Le mot me fit rire intérieurement. Moi, supérieure? Moi, qui avais passé des années à me faire petite? Non, ce qui la rendait folle, ce n'était pas que je sois supérieure, c'était que je ne sois plus inférieure. Elle pensait pouvoir m'étouffer avec sa jeunesse, son arrogance, son parfum trop fort. Elle n'avait pas prévu ma renaissance. La grande scène. Le lendemain, alors que je revenais du marché, j'ai trouvé Luc devant ma porte. Il n'avait pas de veste, malgré le froid. Ses cheveux étaient en désordre. Son regard, perdu. « Maman, faut qu'on parle. » Je déposai mes sacs au sol, entre Luc. Il resta immobile. Camille veut reporter le mariage. Je ne dis rien. Je ne voulais pas l'aider à remplir le silence. Qu'il l'écoute, qu'il le vive. Elle dit que tu nous fais du tort. Je le regardais droit dans les yeux. Luc, qui t'a dit que j'étais trop moche pour ton mariage? Toi ou Camille? Il déglutit. Ses yeux se remplirent d'eau. Elle a dit que c'était mieux si tu n'étais pas sur les photos, mais elle ne voulait pas te blesser. Je haussai légèrement la tête. Et toi? Il passa sa main sur son visage. J'étais idiot. Je voulais la paix. J'ai répété ce qu'elle disait. Je n'aurais jamais dû. Je sentais sa honte. Une honte lourde, épaisse, tardive. Ce n'est pas Camille qui m'a blessée, Luc, dis-je doucement. C'est toi. Parce que tu m'as laissé seule dans cette humiliation. Ses épaules s'effondrèrent. L'effondrement. Il entra enfin dans la maison. S'assit à la table où il mangeait autrefois ses tartines. Il posa sa tête dans ses mains. Camille me reproche tout. Elle dit que tu veux détruire notre couple. Que tu nous as trahis. Que tu caches des choses. Je pris un thé pour moi, un verre d'eau pour lui, et je m'assis en face. Je n'ai rien trahi, Luc. Je protège mes biens, ma liberté, ma vie.
Tu sais ce que c'est que d'être trahi? C'est d'être effacé par son propre enfant. Il ne répondit pas. Ses larmes coulaient, silencieuses. Tu sais ce que Camille veut? Demandai-je enfin. Elle veut un homme docile, pas un homme debout. Si elle t'impose de renier ta mère aujourd'hui, elle t'imposera pire demain. Il leva les yeux, plein d'une détresse nouvelle. Une détresse d'homme qui comprend qu'il a été manipulé. Je ne sais plus quoi penser. Alors pense à la vérité, dis-je doucement. À ce que tu sais de moi, pas à ce qu'elle raconte, pas à ce qu'elle exige. Il hocha la tête, puis il murmura « Je suis désolé, maman. » Ce fut la première fissure du mur qu'elle avait construit entre nous. La rupture annoncée. Le soir même, une tempête éclata chez eux. On me l'a raconté le lendemain. Les voisins ont entendu Camille hurler. Puis une porte claquer. Puis Luc sortir en courant. Le couple parfait s'effritait. Leur façade s'écaillait. Et moi, je restais immobile dans mon salon, avec une certitude paisible. Je n'avais rien fait pour provoquer cet éclatement. C'est la vérité qui faisait son œuvre. La vérité et leur propre cruauté. La tempête ne faisait que commencer. Après l'effondrement de Luc et la tempête qui avait déchiré leur façade parfaite, j'ai senti quelque chose changer autour de moi. L'air semblait plus léger, la maison plus vaste. Même le silence me paraissait moins hostile. Pendant des années, j'avais vécu comme une ombre dans ma propre vie. Et tout à coup, je redevenais présente. Présente à moi-même. Je ne cherchais plus à comprendre Camille. Je ne cherchais plus à excuser Luc. Je n'attendais plus que quelqu'un m'appelle, me rassure, me dise que j'étais encore utile. Pour la première fois depuis longtemps, je respirais, pour moi, le besoin de partir. Un matin, en ouvrant mes volets, j'ai su que je devais quitter cette maison. Non pas parce qu'elle me rappelait des choses douloureuses, elle m'en rappelait trop. Au contraire, tous les rires de Luc enfant étaient encore là. Ses dessins, ses chutes en vélo dans le jardin, sa voix qui m'appelait « maman », si fort que le voisinage devait sourire. Mais désormais, chaque souvenir se mêlait à une autre image, celle de mon fils adulte, debout dans cette même cuisine, me disant que j'étais trop moche pour assister à son propre mariage. Cette maison méritait mieux que cette dernière scène, et moi aussi. Alors j'ai commencé à trier, petit à petit, sans hâte, sans regret. J'ai gardé les lettres qu'il m'avait écrites enfant, j'ai gardé un pull de son père, un album photo et quelques objets simples. Le reste, je l'ai donné. Partir est plus facile quand on ne se charge pas de poids inutiles. Un nouvel endroit. J'ai trouvé un petit appartement près de la mer, à Quiberon, une pièce claire, un balcon minuscule, mais une vue qui respire le large, une vue qui guérit. Quand j'ai emménagé, j'ai placé mes 2 seules plantes près de la fenêtre, puis j'ai pris une chaise, me suis assise et j'ai juste regardé la mer, ses mouvements, son éternité. J'ai compris ce jour-là pourquoi tant de femmes veuves choisissent le bord de mer. La mer ne juge pas, la mer ne demande rien, la mer n'attend rien de vous. Elle vous accepte entièrement, silencieusement. Je passais mes matinées à marcher sur la plage, les pieds nus parfois, même en hiver. Je n'avais pas besoin de parler. Les vagues parlaient à ma place. Elles prenaient mes douleurs et les emportaient au loin. Je me sentais renaître, pas en oubliant, en apaisant. La lettre de Luc. Un soir, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Pas d'adresse, pas de timbre, juste mon prénom, Denise. L'écriture de Luc. Je me suis assise sur le canapé. J'ai hésité, puis j'ai ouvert. Il ne s'excusait pas vraiment. Mais il disait la vérité enfin. Je suis perdue. Je ne reconnais plus Camille. Je crois qu'elle m'a isolée de toi pour mieux me tenir. Je ne t'ai pas protégée, et je ne sais même pas pourquoi j'ai répété ces mots ce jour-là. Je voudrais parler. Si tu le veux encore. J'ai respiré profondément. Je ne lui en voulais plus comme avant, mais je n'étais pas prête. Le pardon ne se distribue pas comme un morceau de pain. Le pardon est un vêtement qu'il faut essayer, réajuster, accepter de porter lentement. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. L'apparition d'Emma. Quelques jours plus tard, alors que je revenais d'une promenade sur la plage, j'ai trouvé une jeune fille assise devant ma porte. Elle portait un bonnet rouge. Ses mains étaient jointes. Elle semblait attendre depuis longtemps. Quand elle a levé les yeux, j'ai eu un choc. Emma, la fille de Luc. Ma petite fille, elle avait grandi. Son visage avait tendu vers l'adolescence.
Mais ses yeux étaient ceux du petit garçon que j'avais élevé. Les mêmes cils, la même lumière. Elle s'est levée d'un bond. Mamie, tu n'aurais pas dû partir sans me prévenir. Sa voix tremblait. Elle essayait d'être forte, mais je sentais la fragilité derrière chaque syllabe. Je lui ai ouvert les bras. Elle s'y est jetée. Nous sommes restés ainsi longtemps, bercés par le vent marin. Quand elle s'est détachée, elle a sorti quelque chose de son sac. Un dessin, très ancien, celui que Luc avait fait quand il avait 7 ans. Une maison, un soleil énorme, et nous deux main dans la main. Je l'ai trouvé dans ses affaires, dit Emma. Papa pleure beaucoup ces derniers jours. Il dit qu'il a peur de t'avoir perdu. Je restais immobile. La mer derrière nous semblait soudain plus lourde. Et toi, Emma, murmurai-je doucement, pourquoi es-tu venue? Elle haussa les épaules. Ses yeux brillèrent. Parce que je t'aime, et parce que papa ne t'a pas respecté. Parce que quelqu'un doit venir te chercher. Quelqu'un de bien. Je ne pus retenir les larmes. Elle posa alors sa main sur la mienne et dit « Tu veux qu'on se promène? Comme avant ?» Je hochai la tête. Elle prit mon bras, et nous marchâmes ensemble vers le bord de mer. Le vent était froid, mais quelque chose en moi se réchauffait. Une certitude douce, apaisée, je n'étais plus seule. Je ne l'avais jamais vraiment été. Il y a dans certaines fins une douceur que l'on n'attend pas. Une douceur qui n'efface pas les blessures, mais qui adoucit les bords des cicatrices. Une douceur qui n'exige pas l'oubli, mais qui ouvre un chemin pour respirer autrement. C'est cette douceur-là qui a commencé à entrer dans ma vie, à petits pas, presque timidement. Emma venait me voir presque chaque semaine. Parfois le mercredi après ses cours, parfois le samedi matin. Elle arrivait avec un pain au chocolat dans la main, un cahier sous le bras, ou simplement avec ses yeux remplis de questions auxquelles je ne pouvais pas toujours répondre. Un jour, elle m'a dit « Tu sais, mamie, papa ne rit plus comme avant. » Je n'ai rien répondu. Je ne voulais pas ajouter du poids sur ses épaules d'adolescente. Puis elle a ajouté, presque dans un souffle, « Je crois qu'il regrette. » Vraiment. Je suis restée immobile, le temps que ces mots se déposent dans ma poitrine. Les regrets, je n'avais jamais exigé qu'il en ait. Le respect, oui. La lucidité, peut être. Mais le regret, cela appartenait à Luc, pas à moi. Ce soir-là, après le départ d'Emma, j'ai regardé longtemps la mer depuis mon balcon. Le vent portait une odeur d'algues. Le sable scintillait comme une poussière d'or. Une pensée m'a traversée. Je ne veux pas mourir en étant fâchée avec mon fils. Mais une autre pensée, plus lente, plus grave, s'est superposée. On ne marche pas vers quelqu'un tant qu'il continue d'avancer en sens inverse. Le retour de Luc, il fallut encore 3 semaines avant que Luc ne trouve le courage. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un dimanche. Je venais de rentrer d'une promenade. Je m'apprêtais à préparer une soupe de légumes quand on a frappé doucement à la porte. Je n'ai pas reconnu la manière. Ce n'était pas la frénésie de Camille, ni la douceur d'Emma. C'était hésitant, brisé. Quand j'ai ouvert, il était là. Luc, mon fils, il tenait une enveloppe dans la main. Ses yeux étaient rouges, ses épaules affaissées, sa voix presque absente. « Maman, est-ce que je peux entrer ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert la porte plus grande. Il est entré comme un homme qui rentre dans un lieu sacré, après en avoir été trop longtemps éloigné. Il s'est assis à la table, exactement à la place où il mangeait ses céréales quand il était enfant. Un long silence s'est installé entre nous. Pas un silence froid. Un silence lourd de toutes les choses à dire. Enfin, il a posé l'enveloppe devant moi. « C'est pour toi. » À l'intérieur, il y avait une lettre, écrite à la main, avec son écriture d'adolescent nerveuse, maladroite mais vraie. Je l'ai lue lentement. « Maman, je ne sais plus comment te parler. Je ne sais plus comment me regarder dans un miroir. Je t'ai blessé. J'ai laissé quelqu'un t'enlever ta place dans ma vie. Je suis devenue lâche. Pas par méchanceté, par faiblesse. Tu ne mérites pas ce que je t'ai dit. Tu ne mérites aucune des phrases que j'ai répétées. Je suis en train de perdre Camille. Mais c'est moi qui t'ai perdu d'abord. Si tu veux bien, je voudrais recommencer. Ton fils, Luc, quand j'ai levé les yeux, il pleurait. Pas bruyamment, pas honteusement. Il pleurait comme un homme qui s'avoue enfin à lui-même qu'il a tout gâché. Je n'ai pas touché sa main. Je n'ai pas prononcé de grands discours. Je lui ai dit très doucement, « Luc,
Je ne veux pas te perdre, mais je ne peux pas revenir en arrière pour toi. Je veux avancer. Et si tu veux avancer à côté de moi, alors on trouvera un chemin. Il a hoché la tête, comme si ce simple geste lui coûtait un effort immense. Je ferai ce qu'il faut, maman. Je ne lui ai pas demandé de détails, pas d'explications sur Camille, pas de promesses. On ne demande pas à un homme brisé de courir. On lui demande simplement de rester debout. Le pardon lent, les jours suivants ont été étranges. Nous nous parlions doucement, avec précaution, comme deux personnes qui apprennent à se connaître après une longue absence. Je n'ai pas pardonné tout de suite. Le pardon n'est pas un bouton qu'on actionne, c'est un fil qu'on démêle. Un fil qui tire parfois sur des nœuds anciens. Mais Luc revenait chaque semaine, parfois seul, parfois avec Emma, jamais plus avec Camille. Un jour, il m'a dit, « Elle ne supportait pas que je pense par moi-même. Je suis soulagée qu'elle soit partie. » Je l'ai regardé longtemps, avant de répondre. Les gens ne nous quittent jamais par hasard. Ils quittent ce qu'ils ne peuvent plus contrôler. Il a baissé les yeux, mais il a souri. Un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. Un sourire vrai. Le dernier horizon. Un soir, alors que le soleil se couchait en laissant derrière lui une traînée rose-orangée sur la mer, j'ai demandé à Luc, « Pourquoi es-tu vraiment venu me chercher ce jour-là » Il a pris une profonde inspiration, « Parce que je n'ai jamais eu honte de toi, maman. Jamais. C'est Camille qui avait honte, et elle m'a fait croire que c'était moi. » J'ai fermé les yeux. Le vent marin portait l'odeur des algues chaudes. Emma riait sur le balcon derrière nous. Et j'ai pensé, tout ce que j'ai perdu m'a ramené à l'essentiel. Je n'avais pas gagné. Je n'avais pas vaincu quelqu'un. Je m'étais simplement retrouvée. Moi, la femme derrière la mer, la dignité derrière les blessures. Alors je me suis tournée vers Luc. Je lui ai caressé la joue. Et j'ai murmuré, « Tu sais, on ne crie pas toujours pour obtenir justice. » Il m'a regardé, confus, et j'ai ajouté, dans un souffle que la mer a emporté. Le silence peut aussi être une forme de justice.